La première, 11h30, 13h. Entrée sans frapper. 22e album pour Jean-Michel Jarre. Il s'appelle Oxymore, extrait de cette plage titulaire. Sur l'album Oxymore, on retrouve un morceau très Stranger Things. Ça s'appelle Animal Genesis. Et puis un single est déjà extrait de cet album. Il a été retravaillé avec Martin Gore de Depeche Mode. C'est Brutalism. Notre invité aujourd'hui dans Entrée sans frapper est Jean-Michel Jarre. Bonjour Jean-Michel, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue dans cette émission, vous le savez, on vous aime bien, on vous invite souvent. Vous publiez aujourd'hui votre 22e album studio. Attention, ça fait mal quand on compte, disait l'autre. 1972, c'est votre premier disque, Deserted Palace. Oxygène arrivé évidemment en 76. 4 ans plus tard, depuis 22 albums. Carrière absolument incroyable. Dernier fait gros marquant, c'était les 2 albums Electronica 1 et 2 qui étaient sortis en 2015-2016. Oxygène 3 qui avait été publié aussi. Et puis, vous avez fait un album Amazonia pour couvrir l'exposition, très belle exposition de Sebastião Salgado en photographie. Et puis là, vous publiez Oxymore. Oxygène, Oxymore, est-ce que vous y aviez pensé ou pas ? Alors, croyez-le ou non, absolument pas. En fait, l'idée d'Oxymore est venue très tôt dans ce projet, qui était au fond revenir un peu à mes racines, celle de l'origine de la musique électroacoustique et électronique française, l'époque de pionniers comme Pierre Schaeffer, qui sont finalement à la base de toute la musique électronique et de toute la musique qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont les premiers qui se sont dit, la musique est pas seulement faite de notes basées sur le solfège, mais elle est faite de bruit, de sons, et qu'au fond, on peut mélanger à la manière d'un oxymore, le son d'un oiseau avec une clarinette ou le son d'une machine à laver avec une guitare électrique ou une basse. Et donc du coup, c'est cette idée-là qui a généré le titre, je dirais. Alors on va rappeler pour tout le monde ce que c'est un oxymore. Un oxymore, on a défini ça finalement comme l'ingénieuse alliance des mots contradictoires. En cause, c'est quoi ? Eh bien, c'est une figure de style qui va rapprocher 2 mots qui n'ont a priori rien à voir, qui sont plutôt opposés d'ailleurs, mais qui donnent une vision poétique d'une nouvelle réalité, à savoir, par exemple, Corneille a inventé une obscure clarté. Voilà. Ça, alors, c'est un oxymore. Alors, musique concrète, c'est un oxymore. Réalité virtuelle, c'est un oxymore. Intelligence artificielle, c'est un autre oxymore. Et donc, ça me paraissait tout à fait dans l'air du temps. D'une certaine manière, d'ailleurs, comme Oxygène, je pense, l'a été aussi à l'époque, où peu de gens, finalement, se préoccupaient de l'environnement, etc. Et finalement, que ce soit la pochette et la musique, elle était liée à l'époque. Et je pense qu'oxymore est finalement un terme qui s'adapte assez bien à l'époque à laquelle on vit de post-Covid, de ce moment un peu surréaliste. Pratiquement d'obscure clarté. D'obscure clarté, exactement. Que nous sommes en train. De clair-obscur. Et d'ailleurs, l'album va finalement, dans son développement, de l'obscurité vers la lumière. Alors, le premier single, on en a entendu un extrait, on va l'écouter en entier tout à l'heure, c'est Brutalism. Morceau extrêmement brutal, techno, carrément, violent, on peut le dire. Ça vous plaît encore de signer ce genre de tracks qui sont des purs tracks de club, quoi? Oui, c'était intéressant de partir, surtout pour cet album, sur l'idée que, au fond, là, je viens justement, j'ai dans des groupes de rock, on a déjà parlé à ce micro, et puis je suis tombé justement dans cette manière très française, au fond, de créer ce qui a été le début de la musique électronique, électroacoustique, c'est-à-dire de partir avec un micro, de manière très minimaliste, et puis d'enregistrer des bruits et d'en faire de la musique. Et au fond, ça, c'est un petit peu, je dirais, le Big Bang, au fond, de la musique électronique.
c'est-à-dire le maelstrom de la musique électro, où on est parti de bruit pour en faire autre chose. Et aujourd'hui, cette contribution-là, cette manière de faire est majeure dans la manière dont on fait de la musique aujourd'hui, qu'on fasse du hip-hop, qu'on fasse du rock, de l'électro. Ce côté sound designer, au fond, est quelque chose qui fait partie de notre quotidien en tant que créateur de compositeur de musique. Alors, on n'est pas là pour faire de la musicologie, évidemment. On est là pour discuter, Jean-Michel Jarre, avec vous de votre nouvel album Oxymore. Mais c'est vrai que si on demande aux jeunes aujourd'hui c'est quoi la musique électronique et où ça a été inventé, ben ils vont pour la plupart, s'ils s'y connaissent un peu, dire fin des années 80, début des années 90, Détroit, Chicago, General Motors, Ferme, et là, ben la violence arrive dans les clubs avec la musique techno. Or, il y a évidemment une histoire qui précède l'avènement de la techno. Et or, on répétera jamais assez que la musique électronique, électroacoustique, elle vient d'Europe, elle vient d'Europe continentale, elle vient de chez nous, elle vient de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Italie. Elle n'a rien à voir avec le jazz, le blues ou le rock à cette époque. Non. Et finalement, après, effectivement, elle est essaimée à travers le monde, un peu à la manière du rock anglo-saxon. Le rock anglo-saxon, qu'est-ce que c'est ? C'est au fond une musique ethnique anglo-saxonne qui a envahi le monde. Mais la musique électronique ou électroacoustique, je dirais que c'est une musique ethnique européenne qui a envahi le monde. Et c'est pour ça qu'il y a une telle légitimité des groupes continentaux européens, français, belges, allemands, italiens, parce que nous avons cet héritage qui n'était pas un héritage pop, mais qui est un héritage de la musique classique, de tracks qui peuvent faire 7, 8, 10 minutes et qui sont pas du tout formatés comme l'ont été les chansons d'Elvis Presley de 3 minutes, parce qu'elles rentraient dans un jukebox, on ne peut pas faire rentrer plus. Et donc, comme d'habitude, la technologie dicte les styles. Et nous, notre héritage, eh bien, il vient de là. Alors, il vient d'où ? Il vient de Pierre Schaeffer, il vient de Pierre Henry, évidemment. C'est ce qu'on appelle la musique concrète, c'est les grands pères, fondateurs de cette fameuse musique concrète qui va donner, évidemment, avec le fil du temps et surtout avec l'évolution technologique, parce que l'histoire de la musique et l'histoire de la technologie sont deux choses qui sont évidemment intimement liées. Ça va donner ça. Pierre Henry, vous l'avez bien connu, vous avez travaillé d'ailleurs à ses côtés. Il nous a malheureusement quittés il y a 4 ans maintenant. Et en fait, au début, visiblement, de votre projet, vous pensiez à une collaboration véritablement avec lui, et cet album, il a commencé avec des sons qu'il a designés pour vous et qui vous a fait remettre par sa veuve. Oui, alors en fait, vous mentionniez Electronica. À cette époque-là, il y avait le projet qu'on fasse un des morceaux pour Electronica avec lui. Puis il est tombé malade, il a effectivement, il est décédé, et j'ai eu la surprise de savoir que en fait, à travers sa femme, sa veuve, il m'avait légué des sons pour que j'en fasse quelque chose un jour. Et comme j'ai eu cette idée d'Oxymore qui est liée aussi à l'immersion sonore, on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui est pour la première fois un album qui est conçu dès le départ en 360, c'était en multicanal. Jusqu'à maintenant, on a eu un rapport frontal à la musique, qui était un rapport où quand on compose pour un orchestre, on pense à l'orchestre en face de soi. On a les cordes d'un côté, les percussions au milieu, les bois de l'autre. Quand on est en studio aujourd'hui, on a 2 haut-parleurs en face de nous. Quand on est dans concert ou en festival, on a aussi une sono en face de nous. Finalement, on a un rapport de peintre pratiquement, c'est-à-dire avec une toile devant nous. Et en fait, on sait, tous les peintres le savent, quand on met trop de couches pour la peinture, finalement, ça devient gris. Ça a été aussi notre problème, nous les musiciens. Et l'avantage énorme de l'immersion, c'est de se dire, et ça a été le cas pour Oxymore, d'un seul coup, c'est de décider, de se dire, aujourd'hui, j'ai un son, j'ai envie qu'il soit en arrière à gauche, là, puis qu'il passe au-dessus de ma tête, en haut à droite. Ouais. Et ça, évidemment, cette idée-là va changer fondamentalement la manière dont on va composer la musique et la produire dans les années qui viennent. Voilà, et c'est la première fois qu'à cette échelle sort une production qui est extrêmement composé pour ce son, qui est un son immersif. On va parler de quoi 17 sources de son qui vont venir à 360 degrés autour de nous. Alors évidemment, vous en êtes bien conscient, Jean-Michel Jarre, je n'ai pas ce genre d'installation chez moi, comme 100% pratiquement de la population aujourd'hui. Quelle est donc votre solution ? Or, le live, évidemment, ce que vous allez massivement faire, mais bon, il faut encore trouver des salles qui sont équipées pour le faire. Je sais même pas s'il y en a ici dans notre pays, en Belgique. C'est quoi donc le projet ? Alors, pour répondre à ces 4 questions en 2 mots, oui. Effectivement, quand on parle de monde immersif, de métavers, tout le monde parle de métavers en ce moment, sans savoir exactement d'ailleurs de quoi il s'agit. Oui. Finalement, on parle d'univers visuel. Et très peu de gens parlent du son, alors que le son, pour l'être humain, c'est le premier élément qui nous donne le sentiment d'immersion. Le champ visuel, c'est 140 degrés, le champ auditif, c'est 360 degrés. La stéréo n'existe pas dans la nature. Non. Quand on parle en mono. Donc, du coup, le fait, aujourd'hui, la technologie nous permet justement de recréer finalement une manière naturelle d'écouter le son et d'écouter la musique. Donc, Oxymore a donc été créé en multicanal, mais il y avait évidemment la version stéréo qui en est issue. Voilà. Donc la version stéréo, elle comporte
déjà une notion d'espace, par définition. D'autre part, il y a aussi la version binaurale. La version binaurale, c'est le fait de pouvoir écouter au casque exactement le même environnement qu'on aurait avec des haut-parleurs. Et pour ça, on a besoin simplement de son casque standard et de son smartphone ou de son iPod, sans faire de pub, standard. C'est-à-dire qu'il y a besoin de rien d'autre. Simplement de télécharger le file, le dossier stéréo, comme on le ferait pour sur Spotify ou autre pour la version stéréo. Donc en fait, on voit bien qu'on est aux portes d'un moment de disruption, de changement de paradigme, où au fond, la musique va être consommée et écoutée d'une manière complètement différente, exactement comme ça a été le cas quand on est passé du mono à la stéréo. Ouais, voilà. Vous allez nous expliquer pourquoi vous y croyez à ce point, hein, à cette nouvelle manière de produire et d'écouter évidemment de la musique. On continue de parler avec vous, Jean-Michel Jarre, dans quelques instants, mais d'abord on écoute ce fameux single extrait de l'album Oxymore. Ici, travaillé avec Martin Gore de Dépêche Mode, c'est Brutalism. Brutalism, tous les singles qui vont être extraits de ce disque seront toujours retravaillés. Celui-ci avec Martin Gore, le prochain avec Brian Eno, je pense, etc., etc. Bon, il connaît du monde, hein, Jean-Michel Jarre, notre invité, évidemment. 11h30, 13h. Entrée sans frapper sur la première. Jean-Michel Jarre est toujours notre invité aujourd'hui dans Entrée sans frapper. Jean-Michel, vous publiez votre 22e album. Il s'appelle Oxymore. Il est basé sur la musique concrète à laquelle vous amenez évidemment ce que vous savez faire, la musique électronique. On rappelle en gros, et vous me dites si je dis une connerie, Jean-Michel, c'est que la musique concrète, c'est la musique qui est basée non sur des notes mais sur les bruits du monde qu'on va aller enregistrer, qu'un enregistreur soi-même. On pourrait parler des bruits actuels du monde. Et puis la musique électronique, c'est celle qui est tout simplement émise par les oscillateurs, les fréquences électroniques. Exactement. Voilà. On parlait de cette nouvelle manière de produire et de diffuser de la musique. Aujourd'hui, la stéréo, c'est évidemment implémenté partout. La plupart d'entre nous, on a une installation stéréo chez nous. Quand on va en concert, évidemment, c'est à ça qu'on est confronté. En quoi croyez-vous que nous avons besoin et que nous avons envie d'entendre de la musique d'une autre façon et donc que le marché lui-même va s'y mettre? Alors, pour une raison très simple, c'est que, comme je le disais à l'instant, la stéréo n'existe pas dans la nature. En fait, il y a des petits malins dans les années 30-40 qui ont eu l'idée de déphaser, de décaler le canal gauche et le canal droit pour créer une illusion de relief et d'espace. Mais c'est une illusion. Or, on a la chance aujourd'hui, et les jeunes artistes aujourd'hui ont beaucoup de chance de vivre ce moment de disruption, c'est grâce à la technologie de pouvoir revenir au fond, à la manière dont on écoute les sons dans la rue, dans la vie de tous les jours. Et j'y crois beaucoup parce que il y a cette émergence des mondes immersifs. On sait qu'on y arrive, ça va être le prochain Internet. Donc le développement des plateformes de réalité virtuelle, le développement des voitures électriques qui, je le rappelle, sont des canevas idéales pour la musique puisque les voitures sont silencieuses. Et donc on a là des sortes de, je dirais, de pocket auditorium, des auditoriums de poche où le 5.1, le surround va se développer dans les années qui viennent. Il y a d'autre part aussi le fait que ces moments sont en fait avec aujourd'hui le développement des bars qu'on met sous les écrans avec un équipement extrêmement finalement standard qui est en train de devenir un standard. On a cette volonté de s'immerger un peu plus dans les images mais aussi dans le son. Donc je pense que ces nouvelles technologies vont donner naissance à un nouvel écosystème pour les musiciens qui va générer de nouveaux styles musicaux, de nouveaux ingénieurs du son, de nouveaux producteurs. Rappelons toujours, n'oublions jamais que, encore une fois, c'est la technologie qui dicte les styles. Hein. Si on a inventé le violon et c'est Vivaldi a fait la musique qu'il a faite grâce à ça. Et on a inventé la guitare électrique et c'est pour ça qu'on a eu Jimi Hendrix et David Gilmour et pas l'inverse. Et donc aujourd'hui, ces outils qui sont
comme le Dolby Atmos, comme toutes les choses toutes ces techniques qu'on connaît déjà beaucoup à travers les salles de cinéma, qui ont été développées pour le cinéma, pas pour les musiciens. Donc les musiciens, comme d'habitude, vont pirater des technologies qui sont pas faites pour eux, à leur avantage, et c'est ce qu'Oxymore contribue à illustrer. Alors dans le projet, parce que vous êtes un homme de projet, vous Jean-Michel Jarre, il y a évidemment cet album, il y aura du live, on l'a compris avec cette mise en place technologique, et puis à côté de la sortie de l'album, il y a l'ouverture d'une espèce de métavers. Alors on va rappeler ce que c'est le métavers. C'est un univers méta, c'est un univers parallèle dans lequel demain certains grands leaders du monde aimeraient qu'on vive la moitié de notre vie, qu'on y fasse des achats, qu'on y fasse des rencontres amoureuses, etc., qui serait vraiment un univers parallèle au nôtre, et un univers évidemment numérique. Ça fait peur à certains, ça fait pas peur à d'autres. Vous parlez d'immersion tout à l'heure. On a envie d'être immergé dans le son, et dans le métavers, c'est ce qui va se passer, hein. On pourra faire des courses et rencontrer des gens, donc il est assez probable qu'on s'y immerge, voire qu'on en devienne relativement dépendant si on n'aime pas le monde dans lequel on vit. Et je sais pas si vous avez vu la gueule du monde dans lequel on vit nous maintenant. Est-ce que du coup ça vous fait pas peur, les mondes idéaux qui ne sont pas les vrais mondes? Parce que évidemment on va s'y réfugier, Jean-Michel Jarre, vu que celui-ci devient de plus en plus pourri. Alors cette interview, si elle avait eu lieu même avant l'avènement de l'électricité, on aurait pu la voir au moment de l'avènement du livre. Parce qu'en fait, l'idée du métavers ou de l'objet de réalité virtuelle, il est très ancien. C'est le livre. Quand on lit un bouquin, on projette son imaginaire, on se projette soi-même au milieu des personnages. On imagine la tête d'Harry Potter ou des héros de Stendhal. Et en fait, ça fait partie de l'ADN d'humain de projeter son imaginaire. Là, aujourd'hui, ça a été la même chose pour le cinéma. On se projette, et on aurait pu avoir ce même questionnement en disant, est-ce que vous n'avez pas peur? Il y a des gens qui ont posé la question. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens, ou devant la télévision, où les gens vont en tout cas ne plus avoir de vie privée, parce c'est notamment ce qui s'est passé avec la télévision, hein, pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où, comme toutes les technologies naissances, il peut y avoir une hystérisation ou des exagérations. Mais en fait, tout ça revient après. On voit bien qu'aujourd'hui, la télévision n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans en termes de fréquentation. Donc, c'est la même chose pour les métavers. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que là, on va un pas plus loin. C'est-à-dire que notre propre jumeau numérique va pouvoir vivre non pas par procuration, mais d'autres choses. Et je dirais qu'il ne faut pas oublier dans le monde de la réalité virtuelle son aspect social. C'est-à-dire que des gens qui sont isolés pour des raisons géographiques, pour des raisons sociales, pour des raisons de handicap, vont pouvoir se connecter. J'étais dans la version bêta de la ville d'Oxymore il y a quelques semaines. On faisait des essais, puis il y a des gens qui sont venus et puis qui ont écouté la musique. Et puis il y avait une fille qui était de Manchester à côté d'un gars qui était de Shanghai et un autre de Rio. Et cette fille bougeait, avait dansé toute la soirée, était très volubile. Et au bout d'un moment, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé ce qu'elle était. Donc elle me dit, je suis de Manchester. Et finalement, je découvre qu'elle était tétraplégique. Et donc, c'était la première fois qu'elle assistait à un concert. Donc, grâce à la réalité virtuelle, elle avait pu se projeter, justement, pour arriver à partager, pour la première fois de sa vie, un concert et d'être connecté. C'est aussi ça, le métavers. Il ne faut pas voir seulement, en avoir peur. Les humains pensent toujours que hier, c'était mieux, demain, ça sera pire. Si c'était vrai, les futurs antérieurs de nos générations précédentes n'est pas si mauvais que ça, sinon on ne serait pas là en train de se parler tous les deux. En train de se parler tous les deux, évidemment. C'est important. En Oxyville, parce que c'est ça, hein, la ville d'Oxymore, elle va être ouverte pour des concerts, et puis elle va être ouverte de manière permanente, je pense, après. Ce sera un univers méta sur le net où on pourra aller. C'est une ville qui est dédiée à la musique, et justement, il y aura vos concerts dessus, mais j'imagine que vous avez déjà prévu, Jean-Michel Jarre, d'y mettre plein d'autres choses, et c'est ce dont on va parler avec vous, de cette grande ville de la musique que vous créez en parallèle de la sortie d'Oxymore. De 11h30 à 13h. Entrée sans frapper sur la première. Jean-Michel Jarre est toujours notre invité aujourd'hui dans Entrée sans frapper. On parlait d'Oxyville, c'est comme ça que vous l'appelez ? Oui, oui. La ville d'Oxymore, c'est une ville que vous créez dans le métaverse. Il n'y a pas encore beaucoup, hein. Aujourd'hui, on parle du métavers, mais il n'est pas là encore. Quand il va débouler, je pense qu'il va vraiment débouler. Et là, vous aimez bien toujours être quelques mois et quelques années avant les autres. Donc, c'est là que vous vous positionnez pour le moment. C'est quoi Oxyville ? Jean-Michel Jarre. Oxyville, c'est ce sera mis en ligne dans 2 jours, hein, le 23 octobre. C'est ça, et qui sera ouverte seulement au moment des concerts, puisque l'idée des concerts que je voudrais faire dans les mois qui viennent, c'est d'être dans une situation hybride, je dirais, à la fois de faire des concerts dans le monde physique, dans le live, dans une salle avec des gens dans la salle. Absolument, et où il y aura, autre Oxymore en ce qui me concerne,
pas grand-chose à voir, mais tout à entendre. C'est-à-dire avec une installation totalement spatialisée. Et en fait, toute la partie visuelle, elle sera en réalité virtuelle, qu'on pourra évidemment explorer avec un masque, on a la chance d'en avoir, un masque de réalité virtuelle, ou sur n'importe quel smartphone, ordinateur ou autre en 2D. Donc, et cette idée, c'est justement le fait que ça puisse me permettre d'abord à moi de pouvoir faire des concerts en direct, en réalité virtuelle, à partir des concerts hybrides que je vais faire, des concerts dans le monde physique, et puis aussi, d'une certaine manière, à terme, dans le courant de l'année prochaine, quand les choses seront un peu plus développées, de pouvoir laisser les clés de la ville, comme on dirait, à d'autres artistes qui pourront venir s'y exprimer, être en résidence, se familiariser aussi à ces nouveaux outils technologiques, et que ce soit une ville qui soit ouverte à d'autres créations. On sait qu'il y a déjà des concerts qui se font dans l'univers numérique, notamment dans les jeux préférés des ados du moment. Drake, Rihanna, etc. l'ont fait. C'est des chiffres absolument incroyables. Vous avez fait Notre-Dame de Paris, par exemple, Jean-Michel Jarre. L'an dernier, on m'a dit, mais je ne sais pas si l'information est vraie, que 50 millions de personnes auraient vu ce concert. Est-ce que c'est vrai, ça? En fait, c'est même un peu plus. Apparemment, d'après les journaux de tech américains, il y avait 75 millions de personnes qui ont suivi. Pourquoi? C'est parce que c'était un concert qui était aussi très particulier, puisque c'était un concert qui était diffusé en mix média, je dirais, à la fois sur les plateformes de VR, à la fois sur les plateformes 360, c'est-à-dire en Asie, c'est très développé, les gens qui mettent leur smartphone sur des espèces de trucs en carton, et ça, on a une impression d'immersion. Sur les plateformes classiques, occidentales et chinoises et asiatiques, à la radio, à la télévision. Donc c'était un projet vraiment mix média. D'où cette affluence record qui nous a étonnés, nous les premiers, parce que c'était vraiment aussi expérimental, une première technologie de pouvoir justement être en direct sur des tas de médias différents. Vous avez lu Sapiens de Yuval Harari, Jean-Michel Jarre? Absolument. Vous vous souvenez quand, ça m'étonne pas que vous l'ayez lu, vous vous souvenez quand il dit nous les êtres humains on a fait une énorme, enfin Sapiens il a fait une énorme connerie, c'est qu'il y a 12 000 ans quand il a décidé d'arrêter d'être un chasseur-cueilleur et qu'il a décidé de s'établir dans un endroit, il dit là c'est probablement la naissance de l'anxiété, parce qu'évidemment quand on s'établit dans un endroit, on doit faire une maison, il y a la création de l'idée de la famille qui est une idée compliquée quand même, on va mettre des barrières parce qu'on a des récoltes et on risque de venir nous les voler, etc. Et il dit c'est la naissance de l'anxiété. Et en fait ce qu'il veut nous dire là, c'est que le progrès, c'est pas toujours une bonne chose. Est-ce que vous, Jean-Michel Jarre, vous êtes persuadé que le progrès, c'est toujours une bonne chose? Est-ce que c'est vraiment la chose qui vous a guidé dans votre vie et qui continue aujourd'hui, 50 ans après votre premier album, à vous exciter? Alors on pourrait faire toute une émission sur ce thème, mais pour essayer d'être bref, d'abord je suis pas complètement d'accord sur le fait que le fait d'être sédentaire, Sigmund Freud n'existait pas à l'époque, à cette époque-là, ce soit synonyme de sérénité. Je pense que le fait de s'établir, ça peut apporter aussi une forme de sérénité. Et je pense pas que les gens qui étaient nomades à cette époque étaient nécessairement des gens qui n'étaient pas anxieux. Je pense qu'il y avait une anxiété dans le nomadisme. Bon, ça c'est un autre sujet. Ceci étant dit, je pense d'autre part, autre paradoxe et autre oxymore, il n'y a pas de notion de progrès en art. Ce que les Égyptiens de la Haute-Égypte, ce qu'on veut aujourd'hui exprimer, ou ce que des gens voudront exprimer, des artistes dans 200 ou 300 ans, ça sera toujours la même chose. C'est les sentiments humains et il n'y a pas d'évolution. Le rapport à la mort, à l'amour, à la solitude, ce sont simplement les outils qu'on utilise qui sont différents et qui font que chaque génération apporte une spécificité, une manière de s'exprimer différente. Entre Michel-Ange et Stanley Kubrick, il n'y a pas nécessairement beaucoup de différence. Ce sont les mêmes thèmes qui sont évoqués, c'est simplement la caméra qui a remplacé le pinceau. Donc c'est un peu la même chose par rapport au métavers. Et moi, je suis pas, paradoxalement, je suis pas nécessairement un geek. Moi, je suis pas intéressé par la technologie pour la technologie. D'ailleurs, on ne demande pas à un pianiste de savoir construire son piano. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la curiosité. Le sujet, c'est finalement de se dire, dans la société dans laquelle je suis, comment pouvoir utiliser les crayons, les pinceaux qui sont à ma disposition pour m'exprimer. Et aujourd'hui, je pense qu'encore une fois, les jeunes artistes ont énormément de chance parce que les moments de disruption et de changement de paradigme, et après le Covid, on en vit un, sont toujours extrêmement positifs pour la création. Moi, j'ai eu la chance d'en vivre 3. Au début de ma carrière, l'avènement de la musique électronique. Le deuxième, le développement de l'ère digitale et de l'ordinateur. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aube justement des mondes immersifs qui vont être encore un changement encore plus profond que ce qu'on a pu connaître en termes de création. Et je pense que justement il y a toujours quelque chose de vertigineux et d'agréable, au fond, de jubilatoire, d'ouvrir des portes sur des territoires vierges, avec la dose d'innocence que ça comporte, avec évidemment toujours des problèmes d'éthique, des problèmes moraux que ça pose, comme la télévision l'a posé, comme le téléphone au départ. N'oublions pas que le téléphone aussi a été au départ s'est développé parce que beaucoup de gens
gens dans la bourgeoisie voulaient téléphoner à leur maîtresse directement. Donc il y a toujours une partie un peu plus ambiguë, disons, dans l'utilisation de technologie. Mais la technologie est neutre et tout dépend de ce qu'on en fait. Et tout dépend évidemment de ce qu'on en fait. On en fait des belles choses, comme Oxymore. Découvrez cet album. Il y a des singles qui vont en être tirés au fur et à mesure. De ces singles, il va y avoir évidemment des collaborations. Ici, il y a avec Martin Gore et Deathpack sur Brutalism. J'imagine qu'il y en aura d'autres derrière encore. Hein. Oui. L'idée, c'est que, en fait, m'adresser pour Oxymore, et vous le savez ici très bien à la radio, c'est que le temps d'un album est réduit, et donc du coup, j'ai eu l'idée de me dire, finalement, ce serait intéressant de sortir chaque morceau au courant de l'année, et que chaque morceau qu'il y ait une extension qui soit faite par des gens que j'aime, aussi bien des artistes établis que des artistes débutants, ou moins connus. Et donc, effectivement, le premier morceau, Brutalisme, a été retravaillé, revisité par Martin Gore d'un côté, Deathpack, ce groupe américain que j'aime beaucoup, que je conseille d'écouter. Et le prochain, dans les jours qui viennent, j'ai eu la joie de collaborer avec Branino, et puis beaucoup d'autres gens qui vont venir au courant des semaines qui viennent, des mois qui viennent. On découvrira ça évidemment avec vous, Jean-Michel Jarre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.